Tuer sans que cela ne soit trop visible, voilà un argument en faveur de l'empoisonnement qui n'a échappé à personne au cours de l'histoire. Le poison nous entoure et se trouve sous diverses formes dans la nature. Mais il peut également être fabriqué par les humains. Penchons-nous sur ce sujet passionnant. Le mot poison vient du latin potio. Et vous l'aurez compris, ce mot nous donne également en français potion. Il est vrai qu'entre la dose qui fait du bien et la dose qui fait mourir, le poison est bien souvent une question de dosage. C'est d'ailleurs Paracels, médecin et alchimiste suisse du XVIe, qui en parlait le mieux en disant que tout est poison, rien n'est poison, seule la dose fait le poison. Le poison est, par définition dans le dictionnaire, une substance capable d'incommoder fortement ou de tuer. Dans les actions des poisons, on retrouve des éléments qui font inévitablement penser à des usages en lien avec divers psychotropes naturels menant à des états de transe ou de paralysie de diverses durées. Ces usages non mortels du poison vont se retrouver dans de nombreux rites de passage tout autour du globe, documentés en ethnographie et parfois toujours visibles à l'heure actuelle. Tout comme l'usage du poison pourra se voir dans un cadre purement pratique, à l'image de celui de la chasse traditionnelle. En effet, on y trouve parfois des armes piégées de substances qui vont faciliter la prise de trophées. En bref, le poison n'est pas toujours utilisé de façon négative, mais il demande la plus grande prudence quant à sa manipulation. En termes de vocabulaire, on différenciera le terme venimeux et le terme vénéneux. Par exemple, l'animal venimeux va inoculer un venin actif par morsure, piqûre ou projection, tandis qu'un animal vénéneux possède une substance dangereuse mais l'utilisera inconsciemment au moment où on entre en contact avec, comme certaines plantes, champignons ou animaux. L'un est passif et l'autre actif. Voyons ensemble un petit peu la chronologie du poison. La préhistoire. Il est très difficile pour les poisons de savoir à quel point les sociétés des différentes périodes du Paléolithique, et encore avant, connaissaient et utilisaient ces derniers au quotidien. Pour répondre à cette question, il serait très tentant de faire de l'ethnoarchéologie en comparant avec des sociétés de chasseurs-cueilleurs actuelles. Mais l'usage de l'ethnoarchéologie pour parler de la préhistoire reste très sujette à l'interprétation. Ainsi, même si les sociétés traditionnelles actuelles ont connaissance des poisons, cela ne veut pas dire que les hommes et femmes de la préhistoire savaient et utilisaient les substances de la même façon. Grâce à la paléobotanique, on peut connaître en revanche quelles plantes et quels arbres existaient durant la préhistoire pour imaginer quelles ressources ces hommes et ces femmes avaient à disposition. Les preuves archéologiques restent faibles, mais il est bien entendu pas exclu de penser que si les hommes et femmes de la préhistoire savaient soigner plusieurs maux, l'usage de plantes, et ce même potentiellement toxiques, n'était sûrement pas méconnu par ces personnes. Les usages les plus anciens de poisons en archéologie se retrouvent liés à la chasse, avec l'ajout de substances à des flèches ou encore à des lances. L'un des exemples potentiels avérés serait en lien avec des sticks en bois retrouvés à Border Cave, en Afrique du Sud, dans les années 1970. Ce cas rejoindrait la pratique des armes empoisonnées dans le cadre de la chasse. Bien entendu, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de preuves que cela n'existait pas. C'est uniquement plus difficile à prouver en archéologie pour des populations très anciennes. Toutefois, l'analyse des squelettes est aussi une piste qui peut être envisagée pour traiter le sujet, et c'est ce que nous montre un article publié récemment. En 2021 a été publié un article scientifique mentionnant un empoisonnement au mercure à l'âge du cuivre en Espagne. Les chercheurs ont travaillé sur un ensemble de squelettes et ils se sont rendus compte qu'ils avaient un taux anormalement haut de mercure dans les résultats. Un élément qui pourrait s'expliquer par une exposition prolongée au mercure dans la nature ou bien un empoisonnement lié à l'usage de pigments qui se sont avérés nocifs pour la santé des habitants. L'histoire de la toxicologie préhistorique et proto-historique a encore de beaux jours devant elle, pour tenter de comprendre à quel point les poisons étaient utilisés au quotidien à ces périodes. Tout cela pour dire que l'empoisonnement peut être volontaire avec une connaissance de propriétés toxiques dans la nature, ou bien involontaire comme ici avec un usage d'éléments nocifs à long terme. Le poison est associé à la neurotoxicité, c'est-à-dire qu'il va agir sur le système nerveux pouvant incapaciter une personne et bien sûr la tuer. En absence de contrôle et de régulation des fonctions vitales, le corps s'emballe, les effets se multiplient. Il y a ainsi plusieurs classes de poisons qui vont agir de façon différente sur les organismes. L'Antiquité.
C'est à partir de la période antique que nous avons des mentions du poison, mais également de son usage et surtout qu'on le retrouve dans des mythes et des récits. On n'oublie pas Médée dans la mythologie grecque qui, répudiée, chassée et le cœur brisé, enverra à la femme qui la remplace, dans le cœur de Jason, une tunique empoisonnée dans la version de Sénèque et d'Euripide. Mais également la figure de Circé qui est bien souvent représentée avec sa coupe remplie de produits, à cheval entre le poison et la drogue. On pensera pour l'Antiquité grecque toujours à Socrate qui a bu la ciguë en condamnation suite à son procès. En Égypte antique, on a également une connaissance des produits naturels potentiellement mortels et certaines affaires de suicide comme condamnation à mort existent, comme on l'a vu, pour Socrate chez les Grecs. C'est le cas de Pentaour, fils de Ramsès III. La mère de Pentaour, Tilly, organisa un grand complot entouré de nombreux dignitaires afin que son fils accède au trône à la place de Ramsès IV. Le complot est rapidement démasqué et Pentaour est condamné à se suicider par poison comme le rapporte le papyrus judiciaire de Turin. Chaque zone géographique aura ses propres poisons et le commerce permet d'en acquérir de nouveaux, surtout ceux provenant de zones riches en poisons naturels et exotiques. De façon générale, l'usage des poisons et les savoirs autour des plantes médicinales potentiellement toxiques durant l'Antiquité répondent bien souvent à des transmissions orales voire cachées. Il est alors difficile de savoir à quel point la nuance est grande entre ce qui est poison et ce qui est drogue ou remède. Tout comme le savoir des plantes jouxte tout ce qui touche au monde magique au sens antique du terme. Néanmoins, celui ou celle qui maîtrisait ces savoirs ne pouvait être que craint ou envié par de nombreuses personnes de sa société. Tuer, soulager ou guérir, les nuances sont nombreuses. En effet, le poison létal n'est plus uniquement utilisé dans le cadre de la chasse, comme on a pu l'envisager pour des sociétés plus anciennes, mais il sert à tuer de façon consciente. Un usage qui peut se retrouver bien sûr en politique. Complot, manipulation, tentative d'assassinat, le poison est bien souvent associé à ces actes pour une mort plus ou moins discrète. On y reviendra, mais cette constante est encore valable de nos jours puisque le poison est toujours une arme en politique dans le monde. Le Moyen-Âge. En Occident, au Xe siècle, l'empoisonnement est considéré comme un acte très bas. Ici, pas de blessure, pas de sang, mais un sentiment vicieux lié à l'usage de ce type d'arme. Aux yeux de la justice médiévale, on pourrait penser qu'il y a des bonnes et des mauvaises façons de tuer. Le poison fait partie des mauvaises façons de tuer. Tout au long de cette période, divers procès ont lieu dans divers milieux, allant des sphères du pouvoir à des abbayes. Il s'agit avant tout d'un crime de trahison, et cet état de fait se retrouve tant en France que dans d'autres royaumes, à l'image de celui d'Angleterre. C'est un crime prémédité, préparé, qui ne ressemble pas à d'autres cas de figure mortels avec un assassinat sans préméditation. Et cela a son importance dans le système juridique médiéval occidental. Le complot venimeux devient parfois une obsession et entraîne régulièrement, et ce depuis l'Antiquité, la paranoïa de certaines personnes de haut rang qui craignent de mourir, ainsi que le rapportent les chroniqueurs médiévaux. Comme on le verra, bien souvent ce n'est pas l'empoisonneur qui passe à l'acte directement, c'est un commanditaire qui va passer la commande du produit à un spécialiste. Autrement dit, le savoir-faire nécessaire n'est toujours pas à la portée de tout à chacun, depuis l'Antiquité. Le poison, c'est aussi le sang. C'est un liquide qui va se répandre dans le corps et le sang est aussi un tabou dans les sociétés médiévales occidentales. En particulier celui des femmes, qui est considéré comme toxique et dangereux. De par cette nature, elles sont dès lors encore plus assimilées à l'acte criminel d'empoisonnement. Nous y reviendrons. Sous d'autres latitudes, aux mêmes périodes, on continue à exploiter le règne animal, végétal et minéral pour utiliser les poisons qui s'inscrivent dans un usage culturel spécifique et pas nécessairement péjoratif ou criminel. Encore une fois, le savoir autour de ces produits reste bien souvent secret et réservé à des initiés. C'est aussi pour cela que les profanes se sentent vulnérables face à un savoir dont ils n'ont pas les clés. Médecins chinois, arabes ou encore occidentaux tentent de trouver des solutions. Sucer un bézoard faisait partie des remèdes préconisés, et cela a été à l'origine de la recherche intense de cet élément naturel issu du système digestif d'animaux. La Renaissance et l'époque moderne. Les histoires de poison à la Renaissance sont très courantes, avec une large diffusion de l'Italie à la France. On tente de comprendre l'usage de ces derniers en se basant sur les textes antiques et en bénéficiant des progrès en médecine de l'époque.
En général, qui dit poison et renaissance dit aussi famille Borgia et leur cantarella, ce sucre de plomb mélange de plusieurs ingrédients qui leur collent à la peau. En réalité, durant la Renaissance, c'est aussi le moment de gloire de certains poisons, comme l'arsenic que l'on craint énormément. Et à cette époque, en Occident, de très nombreuses personnes ont recours au poison de façon illégale. Ainsi, les plus effrayés des nobles et des têtes couronnées voyaient parfois dans des symptômes d'intoxication alimentaire la preuve ultime d'un empoisonnement qui se serait déroulé à un repas, malgré des serviteurs triés sur le volet. C'est d'ailleurs l'affaire des poisons en France qui est la plus connue à ce sujet à l'époque de Louis XIV. De plus, en période d'épidémie, l'usage des poisons permettait de ne pas éveiller plus de soupçons que cela lorsqu'une mort était constatée. Rois et reines d'Europe font goûter au préalable leur nourriture, et malgré diverses punitions judiciaires et interdits de vente, le poison continue sa route commerciale dans le temps. Ce qui a vraiment commencé à faire décliner l'usage du poison, c'est tout simplement le développement de remèdes par le biais de la science et de la médecine. Face à cela, l'empoisonnement devient de moins en moins utilisé à grande échelle, bien que l'on retrouve toujours au XIXe et au XXe siècle des affaires criminelles liées au poison. L'époque contemporaine. On l'a compris, le poison est toujours très en vogue à la fin du XVIIIe siècle et durant le XIXe, car il reste relativement facile d'accès et toujours difficile à repérer. Certains poisons restent en haut du top des ventes avec l'arsenic et le cyanure qui auront toujours du succès au cours du XXe siècle. Mais plus les poisons se retrouvent face à la médecine, plus les hommes cherchent à en fabriquer de nouveaux. Toujours plus discrets, rapides et efficaces, à l'image d'un méchant de James Bond. En revanche, depuis l'industrialisation massive à partir du XIXe siècle, on s'empoisonne involontairement beaucoup plus facilement qu'avant, et parfois sur du très long terme. C'est d'ailleurs le sujet d'un essai publié en 2019 de Judith Reinhorn, intitulé « Blanc de plomb, histoire d'un poison légal ». Ainsi, la notion de poison devient très vaste, allant de ceux décrits dans cette partie chronologique à ceux à grande échelle liés à l'industrie ou encore aux guerres. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les poisons ? Comme évoqué, le poison va varier selon les zones où un individu se trouve et selon ce qu'il peut avoir à sa portée. Ainsi, les poisons d'Amérique du Sud ne seront pas les mêmes que ceux du Pacifique ou encore d'Afrique centrale. Ce n'est pas sous nos latitudes que vous trouverez naturellement du curare. En plante, on trouvera la fameuse belladone qui était utilisée tant en poison qu'en lien avec la pharmacopée et les soins. Le datura, mauvaise herbe, sera là aussi utilisé de différentes façons si l'effet recherché est celui d'une transe, d'un soin ou bien létal. Bien entendu, il est recommandé de ne pas s'amuser avec les plantes naturelles potentiellement toxiques malgré la tendance actuelle en lien avec des pratiques ésotériques ou de bien-être. Les lébores ensuite, là aussi question de dosage, sans oublier les champignons qui causent de nombreux empoisonnements accidentels chaque année. On ne plaisante pas avec la nature. Certains éléments comme le cyanure, connu des Égyptiens antiques et des Mésopotamiens à l'odeur caractéristique d'amande, est à noter. Dans le top des poisons les plus mortels du monde, on cite bien souvent les amatoxines que l'on peut trouver dans des champignons comme l'amanite phalloïde et l'amanite vireuse, la strychnine issue de la noix vomique, la ricine extraite des graines de ricin, le cyanure que l'on peut trouver naturellement dans des pépins de fruits, et la toxine botulique. Le poison, une affaire de femme ? Bien que le poison ait beaucoup circulé dans des cercles politiques masculins, c'est bien souvent aux femmes qu'il est associé, tant en mythe qu'en légende, mais également par le biais de diverses affaires criminelles où le terme d'empoisonneuse est employé. À Rome, l'exemple de Locuste est un des plus connus. L'empoisonneuse, dont l'histoire est racontée par plusieurs auteurs romains, a vécu au 1er siècle de notre ère. Cette dernière, dit-on, était immunisée contre de nombreux poisons car elle pratiquait la mithridatisation en ingérant un peu chaque jour diverses décoctions et poudres toxiques. Un des empoisonnements qui lui est attribué, et étant probablement le plus célèbre, est celui de l'empereur Claude. Le 13 octobre 54, l'empereur décède après un repas composé en partie de champignons, un mets très apprécié sur les tables romaines. C'est Agrippine, sa femme, qui est rapidement accusée d'avoir bénéficié de l'aide de l'empoisonneuse pour tuer son mari. Cette thèse est soutenue mais pas forcément avérée. Elle est pourtant largement reprise. Agrippine sera tuée par son propre fils, Néron, devenu à son tour empereur. Mais Néron n'avait pas envie de faire tuer Locuste qui était en bien mauvaise passe à ce moment-là.
En échange de la vie, elle devait œuvrer à tuer Britannicus, autre fils de son propre père conçu avec une autre femme. Suétone évoque la fabrication d'un poison si puissant qu'il était avant tout testé sur un chevreau ou même un marcassin. Et oui, les histoires romaines, c'est toujours très compliqué. Le 12 février 55, alors qu'il n'a que 13 ans, Britannicus décède au cours d'un repas. La théorie du poison est bien souvent avancée, tandis que d'autres, comme Néron, privilégient des causes naturelles. Quoi qu'il en soit, après la mort de son demi-frère, Néron aurait, d'après Suétone, donné l'impunité à l'empoisonneuse. L'empereur suivant, Galba, lui réserva à elle et à d'autres un sort rapporté par Dion Cassius. Locuste, l'empoisonneuse, ainsi que quelques autres qui avaient été puissants sous Néron, furent par son ordre promenés par toute la ville, chargés de chaînes et ensuite exécutés à mort. Autre affaire criminelle mêlant poison et femme, on pensera à la Renaissance à la célèbre palermitaine Giuliana Tofana, qui mettra au point son aqua tofana, utilisée du XVIe au XVIIIe siècle. La mort arrivant lentement et en plusieurs phases grâce à ce poison imperceptible rendait ce produit très populaire en Europe. Son cœur de cible marketing ? Les femmes, qui envisagent le veuvage comme une solution économique viable ou tout simplement pour sortir d'un mariage abusif. Giuliana a subi un procès plus que musclé relativement courant à cette époque. Elle s'est retrouvée torturée et condamnée à mort, bien que les sources divergent quant aux méthodes, aux datations et aux lieux. D'ailleurs, si vous tapez Giuliana Tofana sur Google, vous pourrez voir qu'elle est indiquée comme femme d'affaires. Allons bon. En France, et plus récemment, c'est la Bretonne Hélène Gigado au XIXe siècle qui, lors de ses emplois en cuisine, pouvait s'adonner à l'empoisonnement des plats avec un poison qui a toujours la cote depuis la Renaissance, l'arsenic. Pourquoi Hélène Gigado a empoisonné plusieurs dizaines de personnes dont des enfants ? Aucune idée. Son mobile est ni connu ni avéré. Et elle sera d'ailleurs autopsiée et moulée dans le cadre d'une prise d'empreinte phrénologique et son masque mortuaire se trouve désormais au musée de Bretagne. Par exemple, dans l'affaire des poisons, les soupçons ont pesé sur le pharmacien chez qui on a trouvé des poudres à destination de la Brinvilliers. Et c'est la Brinvilliers qui a été décapitée pour son crime. On imagine que la responsabilité des apothicaires devait être forte. Pour autant, l'imaginaire collectif retient principalement des femmes en lien avec ce modus operandi. D'un point de vue purement statistique et historique, on ne connaît pas réellement la répartition d'empoisonneurs et d'empoisonneuses. De plus, au XIXe siècle, pendant 40 ans, ce sont majoritairement des femmes qui se sont illustrées dans ces types de crimes à la technique en vogue. Pendant longtemps, il a été pensé au XIXe et au début du XXe que la femme était majoritairement empoisonneuse dans le paysage criminel de l'époque, alors que non, on les retrouvait plutôt aux infanticides et aux meurtres basiques. Le poison représente alors un tout petit pourcentage sur l'ensemble criminel des femmes à cette époque. Et lorsqu'on reprend la littérature en criminologie, c'est une image de la femme réduite qui pousse aussi à penser que les femmes sont plus enclines à empoisonner. Pendant des siècles, on a pensé qu'elle était bien trop faible pour passer à l'acte physique, et l'usage d'une méthode considérée comme perfide, nous l'avons vu, par exemple aux périodes médiévales, expliquerait également pourquoi cela leur colle à la peau. Mais lorsque l'on cherche des preuves, des chiffres, certes, la médiatisation des cas autour des femmes font grand bruit dans les journaux en des temps historiques, pour autant, la réalité reste probablement très éloignée de ce que l'on imagine la plupart du temps, et en particulier sur la répartition homme-femme. Le poison est aussi assimilé aux femmes en rapport avec le port de maquillage potentiellement toxique à diverses périodes, ainsi que la prise d'ingrédients nocifs à long terme à des fins esthétiques. Une image encore une fois très présente malgré le port de maquillage par les hommes également selon certaines époques. Conclusion. L'histoire des poisons n'est absolument pas figée puisqu'elle se poursuit dans le temps avec des tentatives de compréhension de l'usage des poisons naturels dans l'histoire. Plus les périodes sont reculées, plus il est difficile de saisir toutes les informations concernant les savoirs et les usages. En ethnographie et en anthropologie, l'usage des poisons est toujours étudié avec la tentative de comprendre des savoirs ancestraux menacés par des disparitions successives de peuples qui les utilisent dans leurs traditions de chasse ou pendant des rites. On comprend également que le savoir autour des poisons est envié autant que craint et occasionne un marché juteux dès l'Antiquité sur la base de fournisseurs et de commanditaires. Ainsi, on voit également que le titre et le genre des personnes qui possèdent ces savoirs vont largement influencer leur traitement dans la société.
Les femmes maîtrisant ces connaissances étaient mal vues de leurs contemporains. Pourtant, si on peut rapidement assimiler les empoisonneuses à la sorcellerie, les experts sont formels. Beaucoup de procès de sorcellerie en France n'évoquent aucun usage des poisons dans les accusations. Sur un panel de 225 procès pour empoisonnement à la période médiévale, on compte uniquement 16 procès sur 225 liés à la sorcellerie ou à la diablerie. On comprendra alors que oui, le dosage est une affaire importante lorsque l'on évoque toutes ces substances potentiellement mortelles qui nous entourent. D'où le fait de rester vigilant dans un nouvel environnement car, comme je le dis souvent, on n'est que peu de choses face à la nature. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à prendre connaissance des sources en description si vous voulez continuer à creuser le sujet. N'hésitez pas à commenter, mettre un petit pouce vers le haut et partager. Promis, ça pour le coup, ce n'est pas empoisonné. À très bientôt.